create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Alors, rebonjour et re-bienvenue. Et nous sommes évidemment au Centre NAD à l'UQAC. Bonjour à tous. MTL Connect, la semaine numérique de Montréal. Comment allez-vous? Vous passez une belle journée jusqu'à présent? Vous avez vu des belles affaires, entendu des belles affaires, rencontré de belles personnes? Parce que MTL Connect, oui, on a de super conférenciers, de beaux panels, mais MTL Connect, c'est dans le nom. Le but, c'est de connecter. On vous permet, sous plusieurs opportunités, que ce soit au 8e, au réseautage, ici, dans le Lab Connexion, de connecter. C'est ça le but de MTL Connect. Alors, j'espère que vous en profitez pleinement. Alors, mon nom est Armand Afkami. Je vous accompagne tout au long de ce parcours qui continue jusqu'à demain, fin de journée. On a aujourd'hui une super programmation. On parle d'intelligence artificielle, on parle de culture et créativité, qui des fois même s'amalgament. Quand on a vu la keynote de Anna Schvett, ça parlait justement et de créativité, culture et de IA. Tout est dans tout. On est content de continuer notre conversation autour de l'intelligence artificielle avec un beau panel. On va parler de IA générative, réinventer les outils et réévaluer les stratégies. Alors, ce que je vais faire, je vais inviter les panélistes ainsi que le modérateur qui vont ensuite, c'est ça, le modérateur va présenter les intervenants et on va partir. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Philippe Harel de OnePoint, Samir Mounir de Desjardins, François Soro de Improve, Myriam Côté de Jacob et notre modérateur Daniel Proulx de Bullseye AI. On les accueille chaleureusement. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est David Proulx. Donc, on dit que l'AI fait des erreurs, mais l'humain aussi, souvenons-nous. Hein? Pas juste l'AI générative qui fait des erreurs, mais les humains aussi. Ça m'arrive tout le temps de me faire appeler Daniel. J'ai le plaisir d'être l'interface humaine entre les questions de ChatGPT et vous. Donc, j'espère que vous allez apprécier les questions. Je vais être modérateur aujourd'hui. Je suis président cofondateur de Bullseye AI, une firme qui bâtit des agents pour automatiser des processus en entreprise. Je ne vais pas lire beaucoup aujourd'hui, mais je vais quand même le faire pour les bios pour être sûr de bien respecter chacun de nos invités. Je vais commencer par présenter Myriam Côté. Donc, Myriam est consultante stratégique senior en IA et coach. Myriam Côté est aussi directrice de la recherche et de l'innovation au Centre d'intelligence artificielle appliquée Jacob. Elle possède une expertise étendue dans la mise en œuvre de stratégies IA pour transformer les organisations et s'assurer que les initiatives technologiques soient alignées sur des objectifs stratégiques à long terme. Myriam se distingue par sa capacité à accompagner les leaders dans l'adoption des technologies avancées, maximisant ici l'impact d'IA dans leurs processus opérationnels. Myriam, bonjour, merci. Merci d'être là. Ensuite, je vais vous présenter Philippe Harel. Architecte principal en IA et IA générative, Philippe est reconnu pour sa capacité à guider les entreprises à travers les défis liés aux données de l'IA. En tant que leader data IA chez OnePoint, il contribue activement à l'innovation et aide les organisations à intégrer l'IA pour améliorer leurs processus et accroître leur compétitivité. Sa mission stratégique et sa maîtrise des technologies IA apportent une perspective précieuse sur les opportunités que ces innovations offrent aux outils numériques et aux modèles d'affaires. Philippe, merci d'être là. Merci. Un petit applaudissement entre chacun, ce serait super. Ça casse ma monotonie d'essayer de faire le lecteur de nouvelles, fait que c'est vraiment apprécié.
Maintenant, Samir Mounir. Docteur Samir Mounir est un expert en innovation et entrepreneur en série avec une vaste expérience en capital de risque. Ancien vice-président de Vantage Point Capital Partners, il détient un doctorat en immunologie et a contribué au développement de candidats cliniques chez Biochem Pharma et Origenics Technologies. Après son MBA, il a cofondé des entreprises technologiques dont Teosim en intelligence artificielle et a participé à l'introduction en bourse d'Inhibitex. C'est correct, ça? Oui. Absolument. Super. Actuellement, il est directeur du développement de marché tech et innovation chez Desjardins, Caisse des technologies, siège sur plusieurs comités d'investissement, est membre du conseil d'administration d'AIoT Canada et sert de mentor pour des entrepreneurs au sein de la Fondation de l'entrepreneurship du réseau M. Merci d'être là. Merci. Dernière intro, ensuite on saute dans les questions. François Soureau, le dernier mais non le moindre. François Soureau est le fondateur d'Improv. Il se décrit comme étant un architecte de l'efficacité humaine et technologique. Il aide les professionnels à optimiser leurs performances grâce à des formations et du coaching axé sur des résultats tangibles. Sa vision unique, qui combine innovation technologique et développement humain, lui permet de proposer des perspectives éclairées sur l'impact d'IA générative dans les environnements de travail, en équilibrant performance et bien-être. Merci d'être là. Ah, merci. Donc, première question, de la façon qu'on va fonctionner, une petite question pour chacun de nos panélistes, ensuite discussion active, puis s'il nous reste du temps, Q&A. Ça vous va? Super, ça vous allait pas, c'est ça qu'on faisait quand même. Donc, première question sur l'évolution des interfaces et outils d'intelligence artificielle. Question pour Philippe. Donc, l'intelligence artificielle a considérablement transformé notre interaction avec les technologies. Tout le monde est d'accord avec ça. Des premières interfaces textuelles, maintenant aux assistants vocaux, aux systèmes prédictifs, les avancées sont remarquables. Comment avez-vous vu évoluer les interfaces d'IA au cours des dernières années et quelles tendances majeures observez-vous actuellement? Puis vous pouvez même vous mouiller en nous parlant de l'avenir. Okay. Merci David. Oui, effectivement, depuis à peu près 15 ans qu'on design et implémente des sujets d'IA, j'ai vu 4 grandes formes. Alors ça fait vraiment référence à métamorphose. Donc le méta, c'est pour après, morphose, c'est la forme. Et moi, j'ai vu 4 grandes formes d'IA survenir depuis 15 ans. La première forme, la plus simple, c'était les IA, j'appellerais descriptives, c'est-à-dire des IA qui sont entraînées donc on a un modèle qui apprend à partir de données passées et qui sont capables de les expliquer. Donc c'était très explicatif, descriptif, et il y avait beaucoup de visualisation. On avait besoin beaucoup de graphiques, des diagrammes, des histogrammes, des courbes, des nuages de points, etc. Et là, ça apportait de la valeur pour les utilisateurs, et c'était déjà assez complexe. Et ensuite, un peu plus récemment, sont venues les IA plutôt prédictives. Donc là, on a un modèle qui apprend à partir des données passées et qui essaye de prédire les données futures. Et là, les interfaces ont été légèrement modifiées puisque, en plus de tout ce qui est descriptif, on essaye d'avoir une notion de temporalité, une notion de futur qui est moins certaine, puisque autant les données passées sont certaines, les données futures sont incertaines. Ça prédit un ou des futurs possibles. Donc là, il a fallu ajuster et enrichir les interfaces graphiques, qui n'étaient pas forcément chose simple à faire, puisqu'il y avait beaucoup d'informations en général. Et ça demandait également plus d'explicabilité, ou la capacité à interpréter les prédictions. Et donc ça apportait plus de valeur et c'était plus complexe à implémenter. Et ensuite, encore plus récemment, sont venus ce que j'appelle plutôt les IA prescriptives, c'est-à-dire les modèles qui ont appris des données passées, qui sont capables de prédire le futur et qui essayent de recommander comment est-ce qu'on pourrait influer sur ce futur. Donc c'est tout ce qui est prescription de fraude bancaire ou tout ce qui est autour de si on prédit quelque chose comme les rendements agricoles, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter un phénomène ou éviter qu'un problème se passe. Et donc ça, les IA prescriptives ont été pour moi ces dernières années les plus complexes à implémenter, puisque à partir du moment où on influe, où on évite un phénomène, ce phénomène n'apparaît plus dans les données. Et donc c'est compliqué d'entraîner un modèle à comprendre ce qu'est un problème une fois qu'il se produit. Donc cette boucle-là était complexe et intéressante. Et là, donc, ces dernières années, depuis
Pour le grand public, c'est plutôt depuis 2 ans et demi avec l'arrivée de l'IA générative, bien qu'on en fait depuis 2014-2015, depuis d'autres avec les GAN. Depuis 2 ans et demi qu'on découvre et qu'on essaye de s'acculturer à tout ça, on découvre un tout nouveau mode d'interface qui est principalement le chat, enfin le clavardage. Et ça, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. En fait, le système, les modèles ont tellement appris de données, ont tellement conscience de concepts différents et peuvent appréhender tellement de contextes en fonction de l'utilisateur, des données, qu'on est capable d'interagir en temps réel, d'avoir des réponses en temps réel. Et donc, depuis 2 ans et demi, c'est beaucoup de modes chat, questions, réponses. Donc, les interfaces ont bien sûr été modifiées, mais pour le dire de manière assez provocatrice, pour les outils et les interfaces, si on a besoin de clavarder, de dialoguer avec un agent conversationnel à base d'IA générative, ça veut en général dire que l'outil est mal conçu. C'est-à-dire qu'au lieu de taper 20 secondes, 30 secondes sur un clavier d'ordinateur à poser une question, l'outil devrait déjà, ou l'interface devrait déjà nous proposer quelque chose. On devrait juste avoir à appuyer sur un bouton plutôt que d'avoir à taper quelque chose au clavier. Ou parler pendant 20-30 secondes, exprimer un besoin pour qu'ensuite ça déclenche un processus. Il vaudrait mieux, de manière très très simple, avoir des boutons déjà disponibles. Et donc l'IA devrait déjà être au courant des besoins d'un utilisateur. Et donc ça, c'est ce qui arrive en ce moment. Je vois que les interfaces commencent à changer et l'IA générative n'est plus forcément tournée que envers l'humain, mais tournée envers le produit, l'outil ou l'interface pour adapter cette interface, la rendre plus malléable selon ce qu'on sait des besoins utilisateurs. Pour justement éviter d'avoir à clavarder, parce que clavarder, on en voit tout de suite les limites. Ça met du temps à taper sur un clavier. Voilà, donc c'est un peu les dernières évolutions qu'on voit dans les produits qu'on implémente. Super, bien, merci beaucoup. Puis ensuite, dans la partie, j'aurai des questions par rapport à ça. Deuxième question maintenant pour Samir. Donc, Samir, l'intégration de l'intelligence artificielle est devenue un facteur clé pour les entreprises cherchant à optimiser leur opération et puis rester compétitives. L'IA offre de multiples opportunités pour automatiser des processus, analyser des données, innover, etc. Donc, ma question, de quelle manière les entreprises peuvent-elles utiliser l'IA pour améliorer leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité? Je te remercie, David, pour l'introduction, puis aussi, c'est une excellente question. C'est sûr et certain, je vais sortir un petit peu de l'aspect technique. Je ne suis pas technique dans l'IA, je ne suis pas un expert dans l'IA. Cependant, je peux amener une certaine perspective au niveau, effectivement, entreprise, qui se passe actuellement dans l'écosystème entreprise. On voit la question, là, je vais répondre directement. C'est sûr, actuellement, il faut intégrer des solutions. N'importe quel type de solution, mais il y a, du moment qu'on a accès aux données, mais ça, je laisserai cette partie-là pour Monique tout à l'heure. Mais c'est sûr et certain, actuellement, pour les côté entreprise, lorsqu'on regarde un petit peu les investisseurs, la tendance, un petit peu où est-ce qu'on s'en va, il faut intégrer des solutions IA. Maintenant, on a différents types d'IA. Je crois que tout à l'heure, on a soulevé un petit peu les différents styles d'IA. C'est sûr et certain, on a tendance à aller vers la prédiction actuellement. Et c'est sûr, l'évolution, elle est là. Donc, dans le système manufacturier, dans n'importe quel secteur d'activité entreprise, ce type d'analyse des données et tout ça pour prédire un petit peu ce qui va se passer, ça devient très important. Et pour les investisseurs, actuellement, c'est comme ça qu'ils voient l'intégration d'IA. Et je vais vous donner certaines perspectives, hein, ce qui se passe au niveau investisseur, appétit d'investisseurs pour les entreprises qui ont des solutions, soit qui ont développé des solutions, ou intégrer des solutions IA, parce que ce n'est pas nécessaire que tu développes ta propre plateforme. Il y a des plateformes existantes que tu peux intégrer dans ton entreprise pour améliorer ton système, ton efficacité manufacturière, etc. Lorsqu'on regarde un petit peu dans le sud, ici aux États-Unis et en Europe, mais je vais commencer aux États-Unis, les investissements en 2023, je l'avais mentionné dans un récent panel, il était autour de 43 milliards de dollars d'investissement dans tout ce qui est solutions IA, entreprises qui intègrent des solutions IA dans leur écosystème. Et ça, c'est très, très important pour les entreprises pour qu'on voit la tendance actuellement. Donc, une entreprise sans solution IA, il y a moins d'appétit du côté d'investisseurs. Et du moment lorsqu'on parle d'entreprise, c'est sûr et certain, il faut être dirigé vers le client, vers les investisseurs pour faire croître ton entreprise.
Et lorsqu'on va regarder tous les investissements, je suis un ancien capital de risque, tous les investissements au capital de risque aux États-Unis en 2023, 2024, on parle autour de 60% de l'ensemble des investissements, ils sont vers les entreprises qui ont soit développé une plateforme, mais la plupart, ils ont utilisé une plateforme existante. Ils ont intégré l'IA, une solution IA. Donc, vous voyez où est-ce qu'il est la tendance. Donc, il n'y a pas de recul en arrière actuellement. On voit que tous les procédés actuels, ils intègrent des IA dans leurs procédés pour améliorer. Et aussi, ce qu'on regarde un petit peu dans ce qu'on a parlé tout à l'heure, je crois que vous avez entendu un petit peu la prédictibilité ou la prédiction. Et là, on le voit surtout dans le domaine de la santé. La santé, on était orienté à un moment dans tout ce qui est traitement. Et actuellement, on va engager des outils de IA avec les données, l'analyse des données, pour être beaucoup plus prédictif que thérapeutique. Et ça, on va le voir aussi dans le domaine manufacturier, pour les machines, pour toute l'intégration des solutions numériques et tout ça. Donc, j'insiste là-dessus, là, c'est bon, parler de l'IA, mais aussi c'est mieux encore d'essayer d'intégrer des solutions IA au sein de votre entreprise, parce que c'est plus parlant actuellement pour les investisseurs et pour les clients futurs. Il nous reste encore 2 minutes backstage. Je m'avais dit que je pouvais les donner à François, mais j'ai quand même envie de vous poser une question. Vas-y, David. Il n'y a pas un danger, moi je le vois là, dans le marché, de faire du AI washing? Ah ouais. Parce qu'en tant qu'investisseur, vous devez avoir la finesse technologique pour reconnaître. Moi, j'aime dire, ma compagnie s'appelle Bullseye. J'aime dire c'est Bullseye ou bullshit. Donc, il faut faire la différence entre les deux. Donc, vous devez en voir tout le temps. Là. Absolument, absolument. C'est pour ça que je vais utiliser un mot un petit peu dans le marché. Il va y avoir une consolidation du marché. Actuellement, il y a beaucoup de bulles. Au niveau, ils utilisent la même plateforme, OpenAI, ChatGPT, tout ça, puis ils disent on a développé une solution AI. C'est sûr et certain, c'est sûr et certain que nous, on est très sensibles là-dedans comme investisseurs actuellement, parce qu'on va voir qu'il va y avoir une consolidation du marché. Il y a trop d'entreprises qui ont développé des soi-disant plateformes AI, mais il n'y a aucune valeur. Là, je vais aller encore plus loin. Pour un investisseur, la valeur de l'entreprise, elle est où? Il est au niveau d'une technologie qu'on peut protéger. Et là, actuellement, ce qui se passe avec l'AI, et on a eu le panel il y a quelques semaines avec Monique, on a parlé de la propriété intellectuelle pour les algorithmes, AI et tout ça, qui est actuellement pratiquement une difficulté. Donc, pour un investisseur, pour déterminer la valeur d'une entreprise, du moment que tu n'as pas une technologie qui est protégée, c'est très difficile. C'est pour ça que la consolidation du marché, il est là, il est en train de se faire. Le marché canadien, et je vais terminer avec ça, là, il n'y a pas beaucoup d'investissements parce qu'on est toujours en retard de 10 ans, là, malheureusement. Là. Les Européens sont beaucoup plus avancés. On est encore à réglementer le AI. Les Européens, ils l'ont déjà réglementé. Les Américains, ils ont déjà réglementé, puis ils financent énormément. Et actuellement, je vais vous donner un exemple, puis j'arrête là. C'est au niveau de tout ce qui est financement, seed et pré-seed. Généralement, pour une entreprise, on parle de 1 million, 2 millions. Tout ce qui est entreprise AI actuellement, tout ce qui est seed, pré-seed, on parle de 20 millions. C'est des rentes de 20 millions et plus. Et aussi, lorsqu'on regarde tout ce qui est M&A, tout ce qui est les acquisitions qui se font actuellement par Google, Meta, Microsoft, c'est des méga acquisitions, de ces 500 millions, etc. Donc, c'est sûr et certain, la tendance du marché va vers la consolidation. Les meilleurs vont survivre. Mais c'est plus actuellement le marché, c'est plus un marché public liquide, c'est un marché d'acquisition des M&A. J'arrête là. C'est bon, merci. Puis la réglementation aux États-Unis, c'est beau, ils ont réglé ça en un après-midi. Hein. Ils ont fait un souper, ils ont invité Bill Gates, Musk, toute la gang de Silicon Valley. Et nous, ça fait des mois et des mois. Deux semaines après, il y avait un executive order, puis c'était fait. Maintenant, pour François. Ça, c'est la démocratie, ça, hein? C'est ça? Bien, les États-Unis, c'est une république. Hein. Oui, non. Mais bon. Donc, François. Trump. Excusez. Donc, François, l'introduction de l'IA générative dans des outils comme ChatGPT, Copilot, permet d'automatiser et d'assister les tâches cognitives complexes. Cependant, cela soulève des défis en termes d'adoption et de formation des collaborateurs. Donc, en tant que spécialiste de la formation, quelle méthode recommandez-vous pour assurer une adoption fluide des outils d'IA comme ChatGPT et Copilot, tout en maximisant leur impact sur la productivité et l'efficacité des collaborateurs?
Bien, c'est une question qui est la réalité pour 98 des employés des entreprises. Donc, ce que vous parlez là, en ce moment, c'est en général en vase clos avec des gens en TI, puis vous parlez de modèles qui ne touchent pas la majorité des gens, mais quand tu parles à une personne qui est adjointe exécutive, qui est chef de projet, donc le quotidien de la majorité des gens, ben, c'est comment j'utilise ces outils-là. Copilot, par exemple, qui se met à être installé dans les entreprises, puis les gens ne savent pas comment l'utiliser. Je fais des conférences, des fois, il y a 200-300 personnes, je lève la main. Qui utilise ça à tous les jours? C'est moins de 5 vraiment qui, à tous les jours, puis qui ont perfectionné l'utilisation des prompts, qui savent comment utiliser les modèles ChatGPT avancés, de créer les bots, etc. Ce n'est pas des choses extrêmement compliquées, mais les gens sont très réfractaires. J'ai l'impression que c'est ma tante Ginette qui, dans les années 80, ne voulait pas aller au guichet automatique chez Desjardins. Et qui, là, c'est pas péjoratif, là, mais c'est littéralement, les gens étaient réfractaires à cette époque-là d'utiliser la technologie. Je vois la même chose aujourd'hui. Les gens font « Ah, mais je ne sais pas trop, j'ai peur. » Donc, il faut absolument dédramatiser, utiliser les premiers outils pour que les gens découvrent comment utiliser les technologies puis comment ça peut les avantager au quotidien. Puis ça, c'est la partie, je trouve, fascinante. Nous, chez Improve, c'est ce qu'on fait. On forme des cohortes de centaines de personnes, justement, à dire « OK, j'ai copilote, qu'est-ce que je fais avec ça? J'utilise ChatGPT, qu'est-ce qui est sécuritaire? Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je ne devrais pas faire? » Et ça devient la réalité pour les gens là, aujourd'hui. Là. Mais un conseil que tu aurais à donner, que les gens peuvent rapporter là, dans leur organisation pour démocratiser l'accès à ces technologies-là? Alors, une des techniques qu'on utilise, premièrement, c'est de faire des lancements. Donc, les gens, la réalité, c'est que beaucoup de gens dans les TI, ce qu'ils vont faire, ils vont créer une vidéo, ils vont l'envoyer à tout leur staff, ils vont dire « Vas-y, écoute cette vidéo. » Puis, ben, le taux d'écoute de formation qui est asynchrone, là, donc autonome, c'est 8 dans l'industrie. Donc, vous mettez une formation à vos employés, 92 n'iront même pas la voir. Ou si elle est obligatoire, ils vont l'écouter sur un écran en faisant autre chose. Hein? Vous connaissez ça? Jamais fait Donc, jamais fait ça, exactement. Donc, pour aller chercher, parce que c'est ça les statistiques pour les adultes, c'est 10 des gens sont autodidactes. Tous les autres, il faut mettre une heure, une date avec un engagement. Et alors, faites un lunch and learn, faites une activité d'1 heure, 1h30 maximum, avec un lancement qui est motivant, qui est captivant. Puis après ça, les gens vont avoir le goût d'apprendre. Et là, tu leur fournis des petits contenus de 2, 3, 4 minutes pour aller découvrir comment chacun des postes peut utiliser ces fonctions-là. Et là, les gens là, ouvrent leurs yeux, font « Oh my God, maintenant, les minutes de meeting, je peux les générer comme ça. Je vais pouvoir faire des actions concrètes qui vont me faire sauver des heures de travail à chaque semaine. » Et c'est comme ça qu'on y arrive. Donc, vraiment, faire découvrir, faire des petits gains, puis après ça, d'aller, une fois que la personne a goûté, là, va retourner faire du micro-apprentissage. C'est la meilleure solution. Super, merci beaucoup. Myriam, maintenant, au niveau de l'éthique. Donc, l'utilisation croissante de l'IA en entreprise soulève des questions éthiques importantes et parfois même évidentes. Donc, entre le respect de la vie privée, la transparence des algorithmes et le risque de biais, les défis sont nombreux. Donc, quels sont les principaux défis éthiques que pose l'utilisation de l'IA dans le milieu des affaires? Bon, c'est une question vaste. M. Ackerman, tout à l'heure, en a parlé. Il a bien couvert tout ça. Moi, j'ai participé aux réunions de la Déclaration de Montréal parce que j'ai travaillé à Milan pendant 10 ans. Donc, c'est sûr que les enjeux dans l'industrie, c'est d'abord d'avoir sa propre charte d'IA, d'éthique, je veux dire. Puis ça se fait en identifiant dans l'entreprise quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut privilégier, quelle image de marque on veut promouvoir dans la société. Parce qu'il faut bien comprendre que si on n'a pas la confiance de la société civile ou de notre clientèle, on n'aura pas grand produit à vendre. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il y a tout l'aspect de la confidentialité des données. Ah, c'est pas nouveau, tout le monde sait ça, mais c'est important. Ça m'est arrivé dans ma pratique chez Jacob de poser des questions d'où viennent les données sur lesquelles on travaille pour me rendre compte que c'était pas très cachère. Donc, il a fallu arrêter le projet et recommencer toute la collecte des données. Pourquoi? Parce que je mettais en péril l'exemplarité de Jacob, puis qui est financé par des fonds publics, puis on ne voulait pas prendre de risques réputationnels. Ensuite, il y a toute l'histoire des biais. Puis, on travaille beaucoup avec des modèles génératifs.
Les modèles génératifs, c'est beau, c'est le fun, c'est sexy, mais ce n'est pas la panacée non plus. C'est Philippe, tu disais qu'il y avait les modèles prédictifs qui étaient importants aussi. Puis toi, Samir, les modèles prédictifs, pour plusieurs problèmes industriels, souvent, ça va être ceux qui vont être les plus pertinents. Mais en ce moment, on se fait demander beaucoup de modèles génératifs. Puis en passant, les modèles génératifs, ce n'est pas ceux qui vont apporter le plus de valeur à l'entreprise. Parce qu'on fait ça facilement avec des modèles qui sont téléchargés, là, qu'on peut utiliser. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de valeur ajoutée. La valeur ajoutée, ça va être qu'est-ce qu'on en fait avec dans le système, dans notre produit, dans notre modèle de produit, qu'est-ce que ça va porter de plus. C'est là qu'il va avoir la valeur. Donc, pour les modèles génératifs, il y a beaucoup d'enjeux éthiques. Parce que ça hallucine. Fait que si, ça m'est déjà arrivé, il y a des avocats qui m'ont dit, nous autres, on voudrait remplacer les conseils juridiques par un modèle génératif. Tu vas te faire poursuivre si tu comptes juste sur ce que le modèle génératif va te produire. Donc, à ça, il y a des solutions. Puis les solutions sont souvent avec une spécialité qui s'appelle l'apprentissage par renforcement pour essayer de contraindre un modèle génératif à être plus éthique, on va dire. Puis, les modèles génératifs qui ont été leakés par Meta, par exemple, ils ne comportent pas cette partie-là. C'est sûr qu'ils ont leaké ces modèles-là pour qu'il y ait une adoption dans le grand public, mais ils ont gardé l'expertise qui permet de garder l'éthique, disons, dans le modèle. Puis ça, c'est l'apprentissage par renforcement. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut consulter des experts, en tout cas, ou si vous en avez chez vous, pour être capable de peaufiner, ils appellent ça peaufiner, fine-tuner les modèles génératifs pour éviter d'avoir des biais, ou en tout cas les contraindre le plus possible. J'ai une question par rapport à ça. Puis je sais que le but, ce n'est pas d'avoir un échange technique, là, mais tu sais, parce que vous avez parlé de biais puis d'apprentissage par renforcement. Puis le reinforcement learning a été inventé ici. Est-ce que ça se pourrait que le Québec ait un biais à financer les initiatives de reinforcement learning? Parce que quand on regarde la performance des modèles préentraînés, les milliards de dollars qui ont été mis dans les modèles, pour régler un modèle génératif, on peut le fine-tuner avec un tout petit peu de prompt engineering. On est capable de régler ces biais. On peut prendre ChatGPT, en faire un pro-Trump, comme en faire une pro-Harris. Donc, est-ce que c'est vrai qu'on ait un biais, même dans le financement, du reinforcement learning? Non, moi, je ne dis pas ça. Là. Non? Pas du tout, pas du tout. Puis juste pour vous dire à quel point on est fort au Québec, là, quand j'ai travaillé pour Mila, j'ai supervisé un étudiant qui s'appelle Ian Goodfellow, qui est un Américain. C'est un des étudiants qui a été embauché tout de suite après son doctorat à OpenAI. Il y avait déjà des millions de dollars en salaire quand c'est sorti de là. Mais nous, oui, c'est super, mais pour nos impôts au Québec, il ne nous a rien rapporté. Son argent était aux États-Unis. Non, mais je veux juste te dire que la communauté scientifique qui est autour de cet étudiant-là, elle est bien ici, qui a une grande expertise en reinforcement learning à McGill, avec Joël Pinault, par exemple. Totalement, qui travaille pour Meta. Exactement. Ouais. Bien là, tous nos grands scientifiques, là, à l'heure actuelle... vont aux États-Unis. Yoshua Bengio a décidé consciemment de ne pas y aller. Je lui ai posé souvent la question. Il a toujours refusé. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un Français qui, à 14 ans ou 12 ans, a immigré au Québec. Par plaisir, parce qu'il aimait le Québec, puis il a dit, avec sa famille, là, on s'entend, il n'est pas tout seul à 12 ans, mais c'est juste pour dire que lui, c'est sa façon de redonner à la société qui l'a accueilli. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il a fait rayonner le Québec avec sa recherche, puis qu'il a fait poter plein d'argent chez nous par les grosses compagnies, comme Meta, par exemple. Définitivement. Donc, le biais, non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut croire à notre recherche, puis à notre originalité, notre créativité. Puis si là, le reinforcement learning n'était pas utile, Meta s'en servirait pas. Puis, mais c'est utile dans l'enseignement des modèles, mais dans l'application en entreprise, quand on a des modèles dans lesquels ces compagnies-là ont investi des milliards de dollars, faire nos propres modèles, puis penser qu'ils vont être compétitifs, qu'ils vont être
à la hauteur de ces modèles-là? C'est une grande question à se poser. Bien, on pourra en parler en détail. Je ne veux pas ennuyer Ouais. notre assistante. J'espère qu'on ne vous ennuie pas. Là. C'est-tu pas pire, Adam? Ça dépend toujours du contexte. C'est ça que j'essaie de Ouais, je suis dire. d'accord. Ça dépend de qu'est-ce qu'on veut faire aussi. On ne va pas tuer une mouche avec un bazooka ici, mais on peut nuancer. C'est bon, c'est bon. Pas de billets. Pas de billets, pas de billets. Mais en fait, puis parce que vous avez parlé un peu d'IA prédictif, puis tu sais, l'IA prédictif prend pas les transformers, puis c'est un panel sur l'IA génératif. Donc, je vais me faire un défenseur de l'IA générative pour le panel. J'imagine un autre panel de prédictif, vous pourrez y aller. Donc, les billets, est-ce que ça existe, ne pas avoir de billets? Est-ce que c'est possible de rêver d'un modèle génératif sans billets? Je vais peut-être répondre commencer à répondre parce que c'est un vaste sujet, effectivement. Ne pas avoir de biais, ça voudrait dire que nous, humains, on est capable de détecter quels sont les biais d'une IA. Or, nous-mêmes, on est biaisés de par notre éducation, notre culture, etc. Donc, c'est quand même assez compliqué. Moi, je dirais plutôt que c'est une interaction entre modèles qui ont chacun leur biais, mais être capable d'avoir des points de vue assez variés pour essayer de débiaiser au mieux une solution. Dans la commercialisation des produits, et quand on essaye aussi d'être un peu, d'avoir la main et d'être agnostique, d'être indépendant par rapport à des grands fournisseurs de modèles propriétaires, on peut tout à fait prendre des modèles ouverts, open source, variés, et les faire travailler en collaboration, donc pas forcément en compétition, mais plutôt en collaboration, pour qu'ils essayent chacun de se challenger, de se juger. Et la plupart des solutions que nous, par exemple, on implémente, c'est des solutions multi-agents. Donc, en fait, il y a l'humain qui interagit avec une IA générative qui elle-même interagit avec une, deux, trois ou plus IA génératives pour aboutir à un résultat qui est le plus possible débiaisé et qui, nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça augmente le niveau de qualité et la cohérence d'ensemble des réponses. Et donc, je donne juste un exemple sur une des solutions qu'on implémente. Il y a 15 agents, donc il y a 4 équipes avec chacun plusieurs agents, il y en a 15 en tout. Ils interagissent et ensuite ils renvoient une solution qui est d'assez bonne qualité pour pouvoir être industrialisée et commercialisée. Et donc, au maximum débiaisé, mais ça reste quand même une problématique. En fait, ça vient une moyenne de billets, parce que chaque agent a ses billets, puis c'est le principe du Society of Thought. Donc, d'avoir différents agents qui compétitionnent ensemble. Le principe du biais, c'est justement d'être humain aussi. Là. On est humain, donc on a un biais. Donc, s'il n'y a plus de biais, c'est des robots. Donc, je viens d'éliminer la partie humaine qu'on ne sera pas d'accord sur quelque chose. Donc, puis moi, j'avais un chercheur en intelligence artificielle qui avait dit, si tu es idiot, tu es juste idiot plus vite avec l'IA. C'est que tu regardes quelque chose, puis tu auras une réponse plus vite, tu vas dire elle est bonne, puis la réponse n'est pas bonne, mais toi, tu es convaincu qu'elle est bonne. Moi, je passe beaucoup de temps aux États-Unis, puis les Américains me demandent pourquoi Montréal, on a autant de bons chercheurs et tout. Puis je leur dis, ben, c'est qu'on veut créer une intelligence qui va être supérieure à celle de nos politiciens le plus rapidement possible. Donc, c'est une blague. C'est peut-être pas éthique. Oui. Bonne blague. Je veux juste rajouter par rapport au biais. Moi, ça me fait juste penser à notre système de droit avec la législation. On s'entend qu'une législation, c'est un consensus social. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de biais dedans. Puis, c'est comme si on voulait que nos modèles génératifs répondent à nos critères de consensus social, en fait. C'est ça. C'est exact. Ben, 100% d'accord. Je pense que les gens qui disent qu'ils n'ont pas de biais ont juste aucune possibilité de réflexion par rapport à... C'est comme quelqu'un qui dit « j'ai pas d'ego ». Le fait que tu dises « t'as pas d'ego », t'as de l'ego. Donc, j'avais entendu une phrase de Donald Trump qui était délicieuse. Il y a 4 ans, il avait dit « Je suis la personne la plus humble au monde ». C'est délicieux. On a du temps pour des questions de l'auditoire. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ah, bougez pas. On parlait d'éthique de méta. Il y a Amnesty International qui a prouvé que Facebook a contribué au génocide des Rohingyas via un IA de recommandation en valorisant les contenus haineux parce que c'est ça qui génère de l'attention et donc des revenus publicitaires. Est-ce que la question, c'est au-delà des biais, c'est est-ce qu'il ne faut pas évaluer l'impact des biais en amont, mettre un principe de non-conformité et faire une évaluation d'impact avant de mettre en production tout IA?
Ça, je pense, c'est une question pour vous. Là. Et répondre ça en 30 secondes. Mais tu sais, je veux dire que Facebook, tant qu'à moi, il a juste créé de la valeur pour ses actionnaires puis zéro pour la société. Là. Mon dernier poste à Mila, c'était directrice IA pour l'humanité. Je suis très sensible à ce que vous dites, puis je pense que c'est une bonne approche qu'il faudrait faire. Mais ce que David nous dit, David, hein, c'est bien ça, je ne me suis pas trompée. Ce que David a dit, c'est vraiment ça. Est-ce que l'entreprise privée a de l'intérêt là-dedans? Et c'est là qu'il faut mettre de la réglementation. M. Ackerman en a parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est le Far West qu'on veut ou on veut une société plus juste ou plus, en tout cas, les valeurs, quelles valeurs on décide collectivement? Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Faire en sorte que chaque utilisateur via une extension navigateur reprenne le contrôle des flux d'informations et des réseaux sociaux. Oui, mais il faudrait que le code soit imposé et obligatoire. Puis on sait très bien qu'il y a du code, on peut toujours le bypasser. Là. Je ne sais pas trop. Puis essayer de convaincre les États-Unis de réguler le free speech. Au Canada, c'est déjà fait. Heureusement ou malheureusement, c'est débattable. Mais c'est ça. Je vais uniquement ajouter une dernière. L'IA, elle est là pour l'intégrer, il faut l'adopter. Je crois qu'on n'a pas de retour en arrière. Et là, je vois que je suis en train d'entendre un petit peu ce que, lorsqu'il y avait l'ordinateur, l'introduction de l'informatique et tout ça dans la société. Je crois que l'IA, elle est là. Il faut l'adopter. Il faut trouver des règles. Mais par contre, il ne faut pas limiter les règles. Parce que l'IA, il va trouver des solutions qu'on n'a pas actuellement. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller dans une optique qu'on n'a pas de retour en arrière. Il faut qu'on éduque. Actuellement, ceux qui éduquent nos enfants, ils ne sont pas éduqués à ces solutions-là. Et on est en train de créer une génération qui est analphabète pour ces solutions-là. Je crois qu'il faudrait revoir tous les mécanismes de la société. C'est des bons points très importants. Et même pour les entreprises, là, il y a quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure qui est très important. Je vais le souligner rapidement. C'est concernant qu'est-ce qu'on fait ici au Canada par rapport au Mila, Ivado et tout ça, par rapport à ce qu'on fait aux États-Unis. Ici, on développe des bons chercheurs, je suis chercheur moi-même, on développe de la bonne science et tout ça, mais on commercialise très peu, là. Et on l'a vu dans d'autres écosystèmes, là. Je peux parler de la santé, je peux parler même de technologie d'information. Les Américains, ils sont beaucoup plus smart. Ils créent de la valeur pour leur découverte. Actuellement, on investit beaucoup de l'argent public et on crée de la valeur pour d'autres pays, notamment les États-Unis pour nous. Là. Donc, il faut se poser la question actuellement, éduquer nos enfants pour qu'ils ne soient pas analphabètes pour l'IA, ne pas mettre beaucoup trop de barrières. C'est bon la réglementation, mais il ne faut pas trop, peut-être c'est mon approche capitaliste, pas mettre pour le développement, parce que le développement, il est là, il faut l'intégrer. Et aussi, il faut revenir à la raison d'être d'une innovation. Une innovation, c'est faire avancer la science et faire avancer la société. Et aussi du point de vue commercial. Donc, ce qui se passe ici, chez nous, là, oui, on engloutit beaucoup d'argent dans le Mila et tout ça, mais moi, je ne vois pas d'entreprises qui sortent. Je vois qu'ils utilisent, il y a des plateformes qu'on est en train d'optimiser. OpenAI, elle a pris le plancher. Actuellement, tout le monde utilise ça. Est-ce qu'on va améliorer ça? Je crois qu'il faut aller dans ces réflexions-là. Comment on peut être plus riche avec nos innovations. Je suis capitaliste, je suis un capitaliste pur. Mais pour renchérir sur ce que tu dis, Samir, deux choses. Moi, d'un point de vue personnel, c'est pas encore public, mais je suis embarqué dans un start-up aux États-Unis en psychiatrie, faire de la psychiatrie par AI. Jamais je ferais ça ici à cause de la réglementation. Impossible. Puis tantôt, vous avez donné l'exemple du cabinet d'avocats. Je veux juste dire que c'est The First Man on the Moon, en voulant dire la première entreprise d'IA qui a vendu à une somme astronomique. C'était un IA pour le droit, donc c'était un assistant à l'aide décisionnelle, et ils ont vendu 650 millions de dollars à Reuters, et at the end of the day, c'était un wrapper d'OpenAI. Donc, c'est ça. Il y a une différence entre un assistant puis un modèle autoportant. Fait que l'assistant, je suis d'accord. Bon, ben, tu vois, on s'entend, c'est merveilleux. D'autres questions? Oui, bonjour, c'est Mohamed de la compagnie Bioreca. J'avais une question pour M. Samir, puis aussi pour Madame. Vous avez parlé tout à l'heure pour qu'est-ce que les investisseurs regardent. On sait l'IA est mis dans toutes les sauces, toutes les entreprises, dont la nôtre aussi. Mais
ma question, c'est plus comment les investisseurs font pour savoir qu'est-ce qui est un dérivé d'un produit de OpenAI ou pas, avec toutes les ramifications qu'on peut faire. Et qu'est-ce qui est valorisé? Est-ce qu'il y a un critère qui est, exemple, des entreprises comme la nôtre, qu'on a travaillé dur pour faire from scratch vraiment notre modèle d'AI? Comment on peut sortir du lot par rapport à l'autre? Est-ce que c'est plus dans le communicationnel à l'interne pour nous ou c'est vous regardez votre critère d'évaluation en tant qu'investisseur? Et je vais directement poser ma question aussi, juste pour libérer le micro. On parlait des billets pour l'AI. Une entreprise qui est basée, exemple, à Montréal, qui a un bureau à Dubaï et l'autre en Algérie et, exemple, en Afrique du Sud et aux États-Unis. On s'entend que culturellement parlant, c'est complètement différent, les règles et autres. Chacun a, exemple, le Canada veut, exemple, une parité, 50% des femmes. Dans d'autres pays, c'est même pas conditionné. Donc, de mettre en place un AI dans l'éthique et autres, c'est comment on fait pour jouer avec ces variables-là si tu as juste une entreprise? Jouer avec toutes ces variables-là, est-ce que c'est recommandé ou pas? If, else, if, else. Monique, je vais oublier la question. Oui, mais je veux juste répondre à la deuxième. Dans le fond, tu peux adapter, vous pouvez adapter à chaque population. Là. Ça s'appelle la personnalisation, ça se fait. Ou bien faire quelque chose de général, un dénominateur commun, si c'est pertinent pour tout le monde. Mais sinon, tout se fait, là. Il n'y a pas de souci. Ben, je vais y aller pour la première question. Merci, Mohamed, là, pour la question. Elle est pertinente. Et effectivement, les investisseurs sont confrontés à cette question-là, mais il faut comprendre la dynamique d'un investisseur. Il va regarder, effectivement, il y a la technologie, tout ça, on est tous sensibles, les plateformes, l'utilisation des plateformes, c'est des tools, et non pas c'est quelque chose que tu développes de scratch. On a parlé des données, que tu as accès, des données, tout ça pour utiliser ton AI. Mais l'investisseur, ce qu'on regarde, on regarde vraiment, actuellement, c'est une stratégie tout à fait différente. Ce n'est pas comme le produit que tu vas mettre sur le marché, mais le premier entrant sur le marché. Et la compétition et aussi ton potentiel de marché. Donc, on va focaliser sur ces aspects-là. Par exemple, OpenAI, c'était le premier entrant dans le marché de l'AI. Et tout ce qui est tools, c'est tout ça. Donc, il essaie d'accaparer le marché. Donc, c'est ça la stratégie que les entreprises doivent vraiment vers. Ils n'ont pas focalisé sur la technologie elle-même, elle est évolutive. On voit que l'AI se développe dans le temps, il se sophistique. On va utiliser tous la même plateforme, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Mais cependant, pour les investisseurs, ils vont regarder ce qui va se passer par la suite. Là. Donc, c'est pour ça, lorsqu'on va présenter une entreprise, je l'avais mentionné aussi dans un panel, avant, on focalisait sur le produit lui-même. Là. Pour les entreprises, dans les autres écosystèmes, la santé ou le hardware, whatever. Dans ces secteurs-là d'activité, on va regarder à quel moment je rentre, où est-ce qu'ils sont mon avantage compétitif avec ma solution et c'est quoi le potentiel du marché. C'est là-dessus que tu dois focaliser et c'est ça l'investisseur qui veut écouter. C'est-à-dire comment je fais mon argent et quand. Est-ce que ça se pourrait aussi, depuis qu'on vit dans un monde qui est plus à 0% d'intérêt, là, que puis aussi les outils de développement ont fait gagner tellement de vélocité aux équipes techniques que pour lever de l'argent en ce moment, il faut avoir des revenus? Exactement. C'est pour ça la stratégie premier entrant, c'est là le premier revenu. C'est ça qui détermine ta valeur. C'est fini actuellement comme quoi, parce qu'on a parlé tout à l'heure, t'as pas intrinsèque de l'entreprise, la technologie ne te donne pas la valeur. Parce que t'as pas Donc, rendu là, une fois que tu as des ventes puis que tu as de l'attraction, que ton modèle, tu le loans ou pas, si tu as une bonne stratégie et un bon potentiel, fine-tuner un modèle, c'est parfait. Exactement. Et c'est ça, il faut voir dans son minding des investisseurs, ils regardent le potentiel. Donc, toi, lorsque tu pitches ton entreprise, regarde un petit peu comment tu positionnes par rapport à tout le monde, c'est quoi le potentiel. Et non pas, focalise pas sur ton produit. Parce qu'on sait que ton produit, là, c'est soit une copie, soit une plateforme existante, tu l'as amélioré et tout ça. Là. C'est un peu drastique. Non, mais c'est no bullshit. Vous avez dit la vraie affaire. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Et puis, oui. Ah, on a du temps? Ah, OK, je pensais qu'on n'avait pas le temps. Moi, je voulais respecter le temps. Là, mais...
Oui, Éric Blanchet, là, de OnePoint. Ce n'est pas du tout une question de la capitaliste, mais que pensez-vous fin 2023, Meta en fait, et Microsoft ont supprimé leur équipe AI responsable de l'AI responsable. Et donc, ça a été une coupure assez drastique. Que pensez-vous de ça? C'est-à-dire, il y a en fait, on dirait qu'il y a en fait un disconnect entre la stratégie AI de ces grands groupes et les préoccupations sociales et sociétales. Est-ce que ce disconnect-là n'est pas un symptôme du fait qu'on a encore de la difficulté à comprendre ce qu'est l'AI? Je pense que la course vers l'AGI est présentement considérée par les États comme tellement importante que quoi que ce soit qui ralentit la vélocité des équipes techniques doit être mis de côté. Parce que si c'est la culture, on parlait des billets, je pense que c'est les billets de la nation qui va le développer qui va influencer le reste de la culture autour de la planète. Je vais ajouter un biais. Là. Ce qu'on regarde Meta actuellement, il est au mode acquisition. Donc, c'est sûr, certaines ces stratégies d'éthique et tout ça, ils ne sont pas là-dedans actuellement. Là. Et on regarde les acquisitions qu'ils font actuellement, c'est vraiment adopter des technologies. Vas-y, David. Il y a une super de bonne discussion d'Eric Schmidt qui a donné il y a 1 mois à Stanford où il explique l'importance des États-Unis qui sont prêts à dépenser. Il n'y a aucune somme d'argent pour limiter l'acquisition d'énergie et de chips pour entraîner les modèles. C'est le projet Manhattan de notre génération. Qui assumera les responsabilités et à quel prix? Ça va être Donald Trump. Yes! Merci. Merci beaucoup. Merci, Myriam. Ben oui. Samir, merci. Ben oui, plaisir. Merci. Merci, David. Écoute, ça m'arrive bien. Je l'ai étudié à Damien, mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, ça doit être ma faute. Encore une fois, merci beaucoup à Philippe, Samir, François, Myriam et David pour la modération. On les applaudit encore. Super panel. Rapidement, on prend une petite pause. Si vous voulez sortir de la salle, c'est par l'arrière. Et vous voulez revenir pour le prochain bloc de contenu, c'est par ici, la porte d'en avant. Je vous souhaite une bonne pause. N'oubliez pas d'aller voir les beaux contenus qu'on vous a préparés au 8e étage. Et on reprend dans quelques minutes. À tout de suite!